Donc, bienvenue pour cette conférence de la Société historique du 5e, la montagne Sainte-Geneviève et ses apôtres. Alors, nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Rémi Fromont, qui est architecte en chef des monuments historiques depuis 2016, je crois. Il a poursuivi ses études par un diplôme d'approfondissement et de spécialisation auprès de l'école de Chaillot, qui est l'école spécialiste du patrimoine, du patrimoine. Donc, de ce fait, il s'occupe du patrimoine de Notre-Dame, dont il va nous parler, du patrimoine de 2 départements, le Puy-de-Dôme et le Cantal, où en fait il contribue à la restauration de la cathédrale de Croix-de-Clermont, la cathédrale de Saint-Flour et bien d'autres bâtiments. Lors de ses études, il a fait un travail tout à fait exceptionnel avec un collègue, un travail totalement inédit qui consistait à faire le relevé de la charpente de Notre-Dame. Et donc c'est pourquoi au moment de l'incendie du 15 avril 2019, Rémi a pu apporter une aide absolument très précieuse aux pompiers et je crois contribuer avec Philippe Villeneuve, qui était l'architecte en chef de Notre-Dame, à la sécurisation, si je puis dire, de l'édifice. Et grâce à ce travail tout à fait pertinent du relevé de la charpente, aujourd'hui, je pense que les équipes de charpentiers, enfin, je vais vous dire tout ça, mais les équipes de charpentiers ont pu aujourd'hui restituer de façon très fidèle la charpente telle qu'elle avait été conçue. Donc, merci à toi d'avoir accepté donc, cette conférence pour notre société historique. Merci beaucoup. Je laisse la parole. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien si je parle comme ça? Moyennement. Alors, est-ce que c'est mieux si je parle comme ça ou pas? Si je parle fort, c'est mieux? Bon, on va faire comme ça va être plus simple. Si je parle comme ça, est-ce que c'est plus intelligible? Bon. Il y a un pouce qui se lève derrière, donc tout va bien. Donc déjà, je suis très heureux de pouvoir venir vous parler de Notre-Dame ce soir, de pouvoir répondre à l'invitation qui m'a été faite de venir ici. Je suis très heureux de parler de Notre-Dame, en fait, parce que c'est un sujet qui est absolument passionnant, y compris pour moi. Comme Annick l'a bien résumé, en fait, donc moi je suis architecte en chef des monuments historiques, et je suis l'un des 3 architectes en chef qui travaillent sur la cathédrale Notre-Dame de Paris actuellement. C'est un cas assez unique, hein. Normalement il y a un architecte en chef pour un grand monument, il n'y en a pas 3. C'est pas suffisant, alors il faut que je parle plus fort. Alors je vais essayer de parler un peu plus fort comme ça va? Non? Avec le micro finalement? Bon, on va faire avec le micro alors. Est-ce que c'est mieux comme ça finalement? Ah, beaucoup mieux. Bon, on va y arriver. Voilà, donc je disais que c'est assez exceptionnel qu'on ait sur un monument, qu'on ait 3 architectes en chef des monuments historiques. Ça c'est lié en fait à la complexité de l'opération et au fait que Notre-Dame évidemment soit un monument absolument insigne de notre patrimoine national. L'architecte en chef, c'est Philippe Villeneuve, qui est l'architecte en chef en charge de la cathédrale. Et avec Pascal Prunet, nous sommes là pour épauler Philippe dans la tâche, d'abord de sécurisation et maintenant de restauration de la cathédrale. Ce soir, moi je vais vous parler de tout ce qui s'est passé depuis l'incendie jusqu'à aujourd'hui, de manière, je dirais, relativement linéaire. Depuis les opérations de sécurisation jusqu'à l'état actuel en fait, de l'avancement du chantier, en passant par la définition du parti de restauration. Un peu plus loin du micro. Bon. Est-ce que comme ça fonctionne? Non, c'est pas terrible. C'est mieux?
va attendre que les gens s'installent. C'est bon comme ça? Okay. Bon, je vais essayer de faire d'être intelligible. Donc, je vais du coup attaquer. Alors, 15 avril 2019, en fin d'après-midi, il y a une première alerte de sécurité incendie, puis une deuxième alerte, et on se rend compte que l'incendie est déclaré, est déjà assez fortement déployé à la base de la flèche de la cathédrale. En quelques heures, en fait, l'ensemble de la charpente du comble, donc la flèche, la charpente du comble, disparaît. Mais aussi, on va en parler juste après, des portions de voûte liées à des effondrements de la charpente. Donc vous avez ici, ça c'est une photo qui a été prise sur le parvis, que j'ai prise sur le parvis le 15 avril, juste au moment où la flèche en fait s'abat sur la cathédrale. Vous voyez ce grand panache de flammes, en fait c'est le souffle je vais en reparler après, le souffle de l'incendie sur la tour sud. Vous avez au milieu ici une photo qui a été prise juste après la chute, avec le trou qui a été fait, l'effondrement de la voûte qui a été fait par la chute de la partie supérieure de la flèche, que tout le monde a vu à la télévision, la partie supérieure de la flèche qui s'est abattue en fait sur les premières travées de la nef. Et là, vous avez, quelques temps plus tard, la vue depuis la tour sud, ici, la vue des charpentes en train de voler, donc en fait il n'y a plus rien. Et le triangle que vous avez, alors est-ce que vous voyez ma souris? Oui. Le triangle que vous avez ici, en fait, c'est la forme du comble, la forme du toit, avec l'échafaudage, ici autour, dont j'ai beaucoup parlé, qui a été en cours de construction au moment de l'incendie. Voilà, donc ça c'est une vue un peu plus générale de l'incendie le soir du 15 avril, avec le déploiement des lances des pompiers, notamment au revers des tours, pour pouvoir protéger les beffrois, pour éviter qu'ils ne prennent feu. Alors, le lendemain, qu'est-ce qu'on a? On n'a plus de toit, donc on n'a plus de flèches, on a perdu quelques portions de voûte, mais paradoxalement, c'est tout. Le reste de la cathédrale est parfaitement épargné. On n'a pas de dégâts sur les vitraux, ou extrêmement ponctuels. On n'a pas de dégâts sur les maçonneries, à part les voûtes qui ont été perforées. Et globalement, la cathédrale, en fait, tient. Mais on a des grandes inquiétudes et des grandes inconnues, notamment sur la capacité des voûtes et des arcs-boutants à pouvoir supporter, enfin à avoir supporté ou non l'incendie. Voilà, donc une photo qui est assez impressionnante. Vous avez la flèche quelques jours avant l'incendie avec l'échafaudage et l'échafaudage le lendemain de l'incendie. Cette photo est prise donc, depuis la tour nord. Et ce que vous voyez ici, donc le triangle là, c'est la forme du toit. La béance que vous avez ici, c'est la croisée du transept. La voûte qui est au cœur de la cathédrale, sur laquelle en fait la flèche est effondrée. Le trou que vous avez ici, c'est dans la nef, c'est la partie qui a été abattue donc par la flèche qui est tombée. Et le trou que vous avez là, c'est des charpentes de Viollet-le-Duc très lourdes qui se sont effondrées en fait sur la voûte, qui ont perforé la voûte et qui sont descendues. Donc ça, c'est les dégâts principaux en fait sur la cathédrale. Voilà, donc des vues ce lendemain ou sur le lendemain de l'incendie. Donc on a un échafaudage qui est dans un état extrêmement précaire de stabilité au-dessus de la cathédrale. Parce qu'en fait cet échafaudage était extrêmement bien conçu, puisqu'en fait ce qu'on aperçoit ici, un petit peu, c'est que normalement cet espace-là est circulaire à peu près, hein, c'est l'espace qui est là, qui englobe la flèche, mais en fait il s'est déformé vers le sud-ouest, parce qu'en fait la flèche est couchée sur l'échafaudage, a été retenue par l'échafaudage, et ensuite a glissé, et s'est consumé tout doucement sur la voûte. S'il n'y avait pas eu l'échafaudage, la flèche serait abattue sur la cathédrale. Donc en fait, l'échafaudage, paradoxalement, a sauvegardé la cathédrale. Voilà, donc cet échafaudage, normalement, ça c'est ce qu'on appelle le tabouret de l'échafaudage. Il aurait dû y avoir après un échafaudage beaucoup plus haut pour venir jusqu'en haut de la flèche. En fait, ce tabouret, c'est exactement comme l'échelle sur laquelle vous êtes assis, il y a 4 pieds. On en reparlera après. Et puis il y a une assise, sauf qu'en fait là, c'est comme si il manquait l'élément transversal pour soutenir l'assise. Hein, il n'est pas encore complètement monté, donc l'échafaudage est dans un état d'équilibre très précaire. Voilà, donc là vous voyez toujours les vestiges des bois, tout ce qui reste, des charpentes, toujours l'échafaudage. À l'intérieur, c'est toujours très impressionnant aussi, vous avez une vue magnifique, paradoxalement, de la lumière qui rentre dans la cathédrale.
quelque chose qu'on n'a pas vu en fait depuis le 19e, depuis Viollet-le-Duc, puisque Viollet-le-Duc, pour construire sa flèche, avait démonté la voûte de Beaufranc, qui était une voûte du 18e, pour pouvoir construire sa flèche. Donc une vue qu'on n'avait pas vue depuis 150 ans. Ce que vous voyez au centre, c'est l'échafaudage suspendu au-dessus de la cathédrale, de la cour du transept, et les bois que vous avez là, pour vous rendre compte un petit peu de l'échelle, il doit faire à peu près 4 ou 5 mètres de long. Donc c'est-à-dire que c'est 4 fois ma table. Un petit miracle, c'est la Vierge au pilier, qui a été absolument préservée de l'incendie, avec juste une escarbille qui est tombée dans la main, et c'est tout. À 50 cm près, il y a des bois qui sont tombés et qui ont écrasé complètement les sols. Alors, au lendemain de l'incendie, évidemment, qu'est-ce qu'on fait avant de penser à restaurer? Il faut stabiliser l'édifice et mener des interventions d'urgence. Donc, Philippe Villeneuve a immédiatement donné 4 objectifs qui sont assez simples à émettre. Le premier, c'est de mettre hors d'eau la cathédrale. Alors, mettre hors d'eau, c'est quoi? C'est empêcher qu'il pleuve sur et dans la cathédrale. Parce que les pierres qui ont pris l'incendie, les calcaires qu'on a à Paris, les calcaires lutétiens, quand ils ont pris le feu, en fait, ils ne supportent pas les cycles d'humidité et de séchage. Donc il faut au plus vite les garantir l'étanchéité à l'eau de la cathédrale, de manière à ne pas risquer que les pierres se dégradent encore plus. Il faut évidemment stabiliser l'édifice, puisque les voûtes, on ne sait pas du tout dans quel état elles sont au lendemain de l'incendie. Il faut déposer l'échafaudage qui risque à tout moment de s'effondrer sur la cathédrale et de générer un sursinistre très important. Et il faut évacuer le mobilier et les vestiges de manière à ne pas avoir de pertes supplémentaires pendant le chantier ou si par malheur une partie de l'édifice venait à s'effondrer. Alors la mise hors d'eau, elle s'est faite en plusieurs étapes. Une première étape où on a construit une bâche, enfin on a posé une bâche en fait au-dessus de la cathédrale, donc sur les murs en fait qui accueillaient les charpentes. Cette bâche a été construite, enfin posée en moins d'une semaine. Ce qui nous a permis de mettre la cathédrale hors d'eau, en tout cas des grandes parties de la cathédrale hors d'eau, juste avant qu'il pleuve. Donc on a eu beaucoup de chance, on a pu travailler avec des systèmes forains, c'est vraiment les systèmes que vous voyez pour les concerts, c'est des grandes poutres treillis sur lesquelles on a posé sur les murs, que vous voyez là, les grandes poutres ici. Un système très simple, mais qui permet de garantir très très vite la mise en eau. Voilà, ça donne ça une fois que c'est fini. Cette bâche a été remplacée au bout de quelques temps par un parapluie, donc, qui était plus pérenne, qui assurait une étanchéité de meilleure qualité en fait, au-dessus des voûtes. Et ce parapluie était un parapluie coulissant, ce que vous voyez ici au milieu, de manière à pouvoir garder la capacité à rentrer des matériaux par le cœur de la cathédrale, en fait, par le trou qui avait été fait par la chute de la flèche sur la colonne du transept. En fait, paradoxalement, le fait que la voûte soit effondrée a été un atout pour qu'on puisse ensuite travailler et amener des matériaux notamment à l'intérieur de la cathédrale. Alors, stabiliser l'édifice, on avait beaucoup d'inquiétudes sur la stabilité de la cathédrale, puisqu'en fait, on n'a pas pu accéder aux voûtes avant plusieurs semaines, voire mois par endroit, et on ne savait pas du tout à quelle profondeur le feu avait attaqué les voûtes de la cathédrale. Il faut savoir que les voûtes de la cathédrale, elles sont extrêmement fines. Les plus fines font 14 cm pour 14 mètres de portée, donc c'est extrêmement fin, c'est une coquille d'œuf, et qu'on s'est rendu compte a posteriori que l'incendie avait dégradé les voûtes sur environ 3-4 cm. Donc c'est quand même à peu près un petit quart des voûtes qui ont été dégradées, et malgré ça, les voûtes ont tenu et tiennent toujours, j'en parlerai tout à l'heure. Un élément qui nous a beaucoup inquiété pendant l'incendie, c'est le pignon nord, qui est ici. Donc là, en fait, on est sur le bras du transept nord, le long de la rue du Cloître Notre-Dame. Ce pignon, pendant l'incendie, la pierre, il est assez épais. La pierre a chauffé du côté de l'incendie et était froide du côté de la rue. Donc, du coup, les pierres se sont dilatées côté comble, donc elles étaient plus grandes, ce qui a fait basculer l'ensemble du pignon. Et on a craint un moment que ce pignon ne tombe en fait, directement sur la rue et potentiellement sur les immeubles en face. Donc il a fallu évacuer les immeubles et très vite, en 24 heures, a été construit ce premier plancher, je parlerai beaucoup des planchers après, ce premier plancher en bois ici, qui est un plancher assez massif, je l'expliquerai après pourquoi, sur lequel ont été posées des grandes équerres, vous voyez là, ces grandes équerres en bois, qui en passant à travers la rose, permettait, avec des grandes planches comme vous avez ici, là, de retenir le pignon. Ce qui fait que le pignon ne pouvait plus tomber et était stabilisé. Plus la pose de filet,
évidemment, pour éviter, prévenir tout risque de chute de pierre, de petits éléments de pierre. On a fait la même chose très peu de temps après sur le pignon sud, parce qu'on avait le même problème. Alors les pignons en plus, il faut savoir que normalement il y a les charpentes de l'autre côté, du côté de la cathédrale, et donc ça protège aussi le pignon du vent. Un pignon comme ça est libre, et s'il y a beaucoup de vent, il risque aussi d'être déstabilisé et potentiellement de tomber. On a très vite aussi protégé la grande rose, enfin les roses en fait, au nord et au sud, de manière à ce que s'il y avait des chutes de pierre, on ne savait pas trop comment on pourrait rebondir, qu'on ne risque pas d'abîmer les vitraux, qui sont de très grande qualité. Il y a encore des vitraux médiévaux dans ces roses, des vitraux du XIIIe siècle, pour ne pas abîmer les vitraux, qui avaient été absolument préservés de l'incendie. Ils ont été encrassés, j'en parlerai après, mais ils ont été préservés. Et on a très vite aussi déposé les grandes statues des pignons, qui font 3,50 m de haut, donc c'est des statues qui font plus d'une tonne, à la grue, avec un compagnon qui est venu à la nacelle pour couper la base de la statue, parce que c'est pareil, les statues risquaient de tomber et par leur poids de déstabiliser même l'ensemble du pignon. Il a fallu ensuite stabiliser quelques éléments de charpente qui restaient, très peu, pour éviter qu'ils ne chutent sur les voûtes et qu'ils perforent les voûtes. Ça, c'est des opérations très délicates, parce qu'en fait, on ne sait pas du tout sur quoi on s'appuie. On ne sait pas si les maçonneries sont encore stables ou non. Et donc, à chaque fois, il faut imaginer des protocoles pour travailler en toute sécurité. De manière, ça je veux beaucoup en parler, de manière à, en premier lieu, préserver les hommes, et en second lieu seulement, préserver le monument. Alors, il y a ce qui s'est passé quand la flèche est tombée et qu'il y a eu le grand souffle que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que ça cuit en quelques secondes le revers de la tour sud, ce qu'on appelle au niveau de la galerie des chimères, donc vous avez la très célèbre chimère là, de Léduc qui est sur la galerie. En fait, ces éléments-là, donc les pierres, là, vous voyez, elles sont un peu rouges, on dit qu'elles sont rubéfiées, comme la couleur du rubis, et elles ont été cuites par l'incendie. Et elles ont été cuites avec une telle profondeur qu'il y avait des risques de chute d'éléments très lourds. Donc là, il a fallu, c'est pareil, en très peu de temps, démonter l'ensemble du garde-corps et d'une partie de la corniche, avec évidemment les chimères. Alors les chimères ont été toutes plâtrées, de manière à ce qu'on puisse les retirer sans les abîmer, en vue d'une éventuelle restauration plus tard. Malheureusement, là, on les a déplâtrées il y a quelques semaines. Malheureusement, la plupart de ces chimères ont été trop abîmées, donc on ne va pas pouvoir les restaurer et les remettre en œuvre. On va essayer de les restaurer pour éventuellement les mettre dans un musée si jamais un jour il y en a un, mais en tout cas, on va devoir mettre des copies sur la cathédrale, parce que les originaux sont trop abîmés et ils ne supporteraient pas tout simplement de rester devant. Voilà. Mais en tout cas, on a les originaux et donc on peut les copier extrêmement fidèlement. Il a fallu aussi évacuer les vestiges. Alors ça j'en parlais après, les vestiges, excusez-moi. On a eu des inquiétudes aussi sur deux piliers. Ce que vous voyez là, ça c'est les vestiges de la flèche qui s'est abattue. Donc vous avez en noir, ici ce sont les vestiges des bois brûlés, bois calcinés, et en dessous vous avez toute la voûte qui s'est abattue avec la flèche. Ça s'est abattu légèrement vers le nord, pas exactement dans le centre, et donc le feu a consumé la base des piliers, ici, c'est deux grosses piles, qui supportent en fait toute l'élévation de la cathédrale. Et donc on était assez inquiets, parce que c'est des déformations qui sont extrêmement impressionnantes, et donc on a procédé très très vite, ce qu'on appelle le frettage des piliers, de manière à leur redonner, en fait, leur garantir leur stabilité. Parce que si l'un de ces deux piliers vient à s'effondrer sur lui-même, ce qui n'était pas impossible à ce moment-là, en fait c'est l'ensemble de la travée qui s'effondre, y compris l'arc-boutant. Et ça c'est jusqu'au niveau du toit. Donc on est sur des éléments structurels absolument majeurs. Et donc si cet élément vient à céder, en fait c'est la cathédrale qui descend. Donc finalement, a posteriori, en faisant les analyses, une fois qu'on a pu réaccéder sous les voûtes, sonder mieux les pierres, on s'est rendu compte que c'était extrêmement superficiel et que finalement, ça tenait très bien tout seul. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Mais au moment de l'incendie, on n'avait aucune visibilité là-dessus, donc on a dû intervenir très vite pour fretter ces piliers. Sachant que dans la méthodologie, on ne pouvait pas accéder sous les voûtes. Toute la zone du grand vaisseau, donc la nef, la croisée, le transept et le chœur, sont restés inaccessibles pendant des mois, parce qu'il fallait qu'on audite les voûtes, qu'on les sécurise avant de pouvoir aller en dessous. Et donc on a travaillé notamment avec des robots, je vais en parler juste après. Alors, on avait deux craintes au lendemain de l'incendie sur la stabilité globale de la cathédrale. On n'était pas trop inquiet sur la stabilité générale
de la cathédrale. Par contre, on avait peur d'avoir des sinistres plus locaux, avec deux cas de figure possibles. Un premier cas, c'est une voûte qui était très dégradée par l'incendie et qui s'effondre d'un coup, ce qui peut tout à fait arriver dans ce genre de cas. Auquel cas, ce qui risque de se passer, c'est que l'arc-boutant qui vient contrebuter la poussée de la voûte vers l'extérieur, au lieu que les poussées de l'arc-boutant et de la voûte se compensent, l'arc-boutant en fait pousse au vide, il pousse sur rien. Et donc du coup, il pousse le mur s'effondre, et l'arc-boutant s'effondre avec le mur. Donc, on avait peur que, la voûte s'effondre, mais ça marchait dans l'autre sens. C'est-à-dire que l'arc-boutant, on ne savait pas trop, avec les eaux de ruissellement des pompiers, l'incendie, etc. Les arcs-boutants à Notre-Dame sont très grêles, extrêmement fins, c'est une des caractéristiques de la cathédrale. On avait peur qu'un des arcs-boutants, pareil, s'effondre assez brutalement. Si l'arc-boutant s'effondre, c'est l'inverse qui se passe, c'est la voûte qui pousse vers l'extérieur, qui pousse le mur vers l'extérieur, et du coup, le mur s'effondre, la voûte n'est plus tenue, la voûte s'effondre aussi. Donc on a très vite considéré qu'il était nécessaire de mettre sur cintre, donc de consolider par en dessous l'ensemble des arcs-boutants de la cathédrale, de manière à garantir à la fois la stabilité de la voûte si l'arc-boutant venait à s'effondrer, et la stabilité de l'arc-boutant si la voûte elle-même venait à s'effondrer. Donc c'est des ouvrages qui sont absolument énormes. Vous voyez ici la photo, vous voyez les petits personnages qui sont là, qui donnent un petit peu l'échelle. On a plus de 12 mètres ici d'ouverture diagonale. Chaque pièce avec le palonnier, ça fait environ 10-12 tonnes. Ils sont tous faits sur mesure pour être exactement, venir se loger exactement à leur place. Et on les a levés un par un, exactement dans leur bonne position, parce qu'en fait, une fois qu'on les met sur la grue, on ne sait pas, c'est très difficile, en tout cas, de les refaire pivoter et de les mettre à la verticale s'ils ne le sont pas. Donc il a fallu calculer pièce par pièce le centre de gravité pour que ce soit absolument vertical quand on lève, de manière à pouvoir enquiller les arcs-boutants, les cintres sous les arcs-boutants, un par le côté, sans risquer d'abîmer l'arc-boutant. Donc on a des pièces qui font 10 tonnes, qui font 12 mètres de diagonale, qui passent dans les travées, qui font environ 5 mètres de large. Voilà, c'est très délicat. C'est pour ça qu'il a fallu plusieurs mois, parce que dès qu'il y a du vent, évidemment, ça pose problème. Il a fallu plusieurs mois pour mettre sur cintre l'ensemble des arcs-boutants. Mais c'est une opération qui, aujourd'hui, nous permet de dire que la cathédrale est parfaitement sécurisée au niveau de la stabilité, au moins sur les extérieurs. On a dû faire pareil après pour les voûtes. Donc là, en fait, on travaille que par l'extérieur, parce qu'on a d'abord dû consolider l'extérieur pour pouvoir ensuite travailler à l'intérieur. L'idée, quand on a un sinistre comme ça, c'est de venir consolider les parties les moins fragilisées, de se rapprocher de plus en plus des zones les plus sinistrées, de manière à garantir que si la zone sinistrée s'effondre d'un coup, il n'y ait pas d'effet domino, et qu'on ne risque pas de perdre d'autres parties de la cathédrale. Si on commence par sécuriser le point dur, enfin le point le plus abîmé, on risque en fait de créer des sursinistres sur les zones, paradoxalement, qui sont juste à côté. Donc on a aussi conçu avec les entreprises des planchers qui sont très lourds. Pareil, chaque plancher pèse environ 10 tonnes. Pourquoi est-ce qu'on a conçu ces planchers? Il faut savoir qu'une cathédrale comme Notre-Dame de Paris a besoin d'une couverture qui est pesante. On a besoin de poids en haut, contrairement à ce qu'on a beaucoup entendu. Il faut que ce soit lourd. Parce qu'en fait, on ne peut pas ancrer les charpentes dans les maçonneries. C'est le poids propre de la charpente qui fait qu'elle tient, notamment sur les efforts au vent. Quand il y a du vent, si la charpente ne s'envole pas, la couverture ne s'envole pas, c'est parce qu'elle est lourde. Sinon, vous devez vous ancrer dans la maçonnerie, et là, vous risquez, sur des édifices comme celui-ci, de créer des sinistres extrêmement importants dans les maçonneries, d'arracher les maçonneries, tout simplement. Donc le fait de venir mettre du poids en haut, ça permet de stabiliser en fait les équilibres entre les voûtes et les arcs-boutants. Quand vous avez quelque chose qui pousse très fort sur le côté, si vous appuyez très fort en fait au-dessus, et bien en fait naturellement ça va redescendre. Donc on a conçu ces planchers assez lourds pour ça. On a conçu ces planchers aussi pour pouvoir les charger assez fortement, de manière à pouvoir dégager les vestiges qui étaient sous les planchers, les poser dessus, en attendant que les grues viennent les chercher. Ça nous a permis aussi, je vais en parler juste après, de suspendre des cordistes qui ont pu dégager tous les vestiges qui étaient sur les voûtes sans avoir à marcher sur les voûtes. Et ça nous a permis à nous aussi de faire les diagnostics des voûtes en étant suspendus au plancher sans marcher sur les voûtes, et que si une voûte s'effondrait, la voûte s'effondre, elle tombe en bas et la personne reste suspendue au bout de son fil, il n'y a pas de danger. Voilà. Donc c'est des opérations qui ont été assez fastidieuses évidemment, parce qu'on travaille moins aisément au bout d'une corde évidemment que directement sur une voûte, mais on a réussi. On a fait aussi des espèces de pansements comme ça en plâtre avec des armatures en fibre de verre, de manière à couturer
les espaces qui avaient été perforés par des petites chutes d'éléments, notamment métalliques, hein, des croix, pour pas que le trou risque de s'agrandir brutalement. Parce qu'en fait, la difficulté sur des voûtes comme ça, c'est que les claveaux, donc les petites pierres qui forment la voûte, normalement, sur un arc, elles sont taillées en biseau, de manière à ce qu'il y ait une partie plus large qui bloque, et que quand ça veut descendre, en fait, ça se coince tout seul. Là, Notre-Dame, en fait, c'est de tout petits claveaux, des voûtes très grands, et ils sont pas biseautés, en fait, c'est des parallélépipèdes. Et donc, en fait, c'est le joint qui fait la stabilité de la voûte. Avec les eaux des pompiers, on avait beaucoup peur que les joints soient lessivés par les eaux des pompiers, se transforment finalement en sable, et que la consistance du joint soit perdue, et que du coup ce soit la voûte qui descende. Donc il a fallu, dès qu'on avait un petit trou comme ça, le consolider de manière à ce que si par malheur un bout d'un claveau ici venait à descendre, qu'on n'ait pas tout d'un coup un effet pareil, un effet domino toujours, qui fait que l'ensemble du trou tout d'un coup vient à s'agrandir, et que c'est une portion très importante de voûte qui descend. On a dû démonter certaines parties de voûte qui étaient très endommagées, de manière à pouvoir accéder jusqu'aux parties saines, pour ne pas risquer d'effondrement complémentaire de voûte. Alors, il a fallu ensuite, une fois qu'on a sécurisé l'extérieur, qu'on a considéré que les voûtes étaient suffisamment saines pour qu'on puisse travailler par en dessous, on a pu monter de grands échafaudages qui ont un double usage. Premier usage, c'est de venir accueillir des cintres, ce que vous apercevez ici, qui vont pouvoir venir stabiliser les voûtes à l'intérieur. Deuxième usage, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de pouvoir nettoyer en fait, l'ensemble des parements de la cathédrale. Donc ces cintres, ils se présentent sous cette forme. C'est des ouvrages qui sont là aussi assez complexes, hein, qui sont faits tous sur mesure. Et en fait, ils sont dessinés de manière à pouvoir passer dans un oculus ici, c'est tout petit, de manière à ne pas avoir à démonter de portions de voûte ou de fenêtres, ou alors de ne pas avoir à faire rouler les cintres depuis la corniche du transept, par exemple, jusqu'au fond de la cathédrale. Ces cintres, ils sont conçus de manière à pouvoir pivoter et à se bloquer en fait, avec des pièces métalliques ici au centre. C'est des ouvrages en fait, extrêmement techniques. Je pourrais pas, malheureusement, je n'ai pas le temps d'expliquer un peu le détail, mais ils sont aussi conçus pour, c'est ce qu'on voit ici, servir à la reconstruction des voûtes. C'est-à-dire qu'à la fois ils servent à la sécurisation, mais l'idée c'est que tout de suite, comme on savait qu'on allait reconstruire les voûtes à l'identique, on a conçu les cintres de manière à pouvoir rebâtir les voûtes avec les mêmes cintres, sans avoir à défaire refaire, pour gagner du temps et économiser de l'argent. Alors, déposer l'échafaudage, c'était un des plus gros enjeux de la sécurisation. Donc l'échafaudage, il se présente sous cette forme, donc c'est un grand carré, qui est posé sur 4 pieds, donc vous avez 2 pieds ici. Donc le grand carré il est là, les pieds ils sont là, et ils sont posés à l'extérieur de la cathédrale. Ils reposent sur les terrasses des tribunes, ici et là. Cet échafaudage, il y avait 2 risques. Un risque qui s'effondre vers l'intérieur de la cathédrale, ce qui aurait été gênant pour l'échafaudage et pour la cathédrale, mais ce qui finalement ne présentait pas tellement de risques pour les avoisinants et pour le chantier. Et un risque beaucoup plus important qui s'effondre vers l'extérieur. Alors là, pour le coup, on ne maîtrisait plus rien, et de nouveau, on risquait de tomber sur les immeubles en face. Et surtout sur tout le chantier qui déployait en dessous. Et là, pareil, on peut générer des sinistres extrêmement importants sur les parties basses de la cathédrale. Donc, ce qui a été conçu avec les échafaudeurs, c'est de construire une grande résille, donc c'est ces grandes poutres que vous avez là, que vous voyez ici un peu plus foncées, à différents niveaux, de manière à construire comme une résille autour de l'échafaudage pour éviter qu'il ne s'écarte ou qu'il ne s'effondre sur lui-même. Voilà, donc ça c'est la mise en œuvre de ces poutres. Donc c'est quelque chose qui est assez délicat, parce que les poutres elles font 25 mètres de longueur. Donc il faut pouvoir les lever. Donc là vous voyez un premier système de renforcement, déjà pour éviter que l'échafaudage ne puisse s'effondrer sur lui-même. Alors ensuite, une fois qu'on a sécurisé ça, on a pu démonter l'échafaudage en travaillant à la nacelle. Alors ce que je n'ai pas expliqué, c'est qu'entre-temps, il a fallu retirer la partie centrale de l'échafaudage qui était ici complètement calcinée, et que pour faire ça, on ne pouvait pas le faire à la nacelle parce que c'est trop compliqué, il n'y avait pas assez d'accès. Donc on a dû construire, ce que vous voyez ici en vert clair, je suis désolé, on voit très peu sur ce dessin, on a dû construire sur les planchers qu'on avait déjà mis en place par la transept, on a construit d'autres échafaudages qui montaient plus haut que l'échafaudage sinistré, sur lesquels on a remis encore une poutre, à laquelle on a suspendu des cordistes, pour découper en fait les tubes apparents.
C'est extrêmement laborieux, c'est assez périlleux, et les tubes étaient mis dans des bacs qui étaient envoyés avec une grue. Donc vous aviez d'un côté le cordis suspendu, à côté le bac suspendu à la grue, et puis des morceaux d'échafaudage. Alors tout ça, et autour du cordis, vous aviez des échafaudeurs qui disaient là tu peux couper, là tu peux couper, là tu coupes pas. Parce que si on coupe le mauvais tube, en fait, comme il y a beaucoup de tension dans les tubes qui étaient incendiés, on pouvait se reprendre tout simplement le tube dans la figure. C'était assez dangereux. Et donc on a eu de la chance, là, les échafaudeurs et les cordis sont très bien travaillés, main dans la main, et ça s'est parfaitement passé, il n'y a eu aucun problème. Voilà, et donc à la fin, une fois qu'on a pu retirer la partie la plus délicate, là c'est les échafaudeurs qui ont travaillé à la nacelle. Alors l'idée c'est jamais se mettre directement sur l'ouvrage, c'est toujours avoir des moyens de repli très rapides, comme ça si jamais ça bouge ou que ça s'effondre, les hommes sont toujours protégés. Et donc avec un travail de nuit, notamment à la fin, pour gagner un petit peu de temps et surtout sécuriser au plus vite en fait la cathédrale. Voilà, donc ça c'est une fois qu'on a retiré l'échafaudage, on retrouve les vestiges qui étaient en dessous, qu'on n'a pas pu retirer avant. Voilà, donc là à nouveau les vestiges ont été retirés avec des cordistes, on a construit des planchers et on a retiré les vestiges à la corde. Voilà, ça c'est les appuis de la flèche. Donc on est là, ici. Les appuis de la flèche que vous voyez, ça c'est la pierre d'appui de la flèche qui n'a pas souffert de l'incendie. On va reconstruire la flèche dessus. Et la masse marron, enfin grise que vous avez là, en fait c'est du plomb fondu. Donc vous avez des dizaines de tonnes. La masse volumique du plomb c'est 11,3, donc ça veut dire que votre bouteille d'eau d'un litre, en fait elle pèse 11 kg quand vous la remplissez de plomb. Donc c'est 11 fois plus dense que l'eau, donc ça veut dire que ici, là, vous avez quelques mètres cubes de plomb, donc si vous avez 3 mètres cubes, vous avez 33 tonnes de plomb de chaque côté. Et ça, c'est assez favorable, en fait, paradoxalement, pour la tenue de la voûte. Alors, je vais accélérer un petit peu. Il a fallu évacuer le mobilier et les vestiges aussi très vite. Donc, ça, j'ai expliqué pour ne pas avoir de sursinistre. Donc, notamment la Vierge au pilier, où on a construit une espèce de tortue pour venir la chercher. Pour pas que s'il y a une pierre qui tombe, les hommes qui étaient venus la chercher risquent de ça prendre sur la tête. La Vierge, aujourd'hui, elle est dans une église parisienne, je ne sais plus, Saint-Germain, je crois. On a déposé très vite aussi les vitraux pour ne pas risquer de sursinistre, parce qu'on savait qu'avec le chantier, il y aurait beaucoup de choses qui allaient se passer autour des vitraux. Donc ça permettait de les protéger, et ça permettait aussi de les envoyer très vite en atelier, de manière à pouvoir les nettoyer. Parce qu'ils étaient très encrassés déjà avant l'incendie, et ils l'ont été encore plus par l'incendie. Donc ça a permis de nettoyer les vitraux en atelier dans des conditions les meilleures. On a débarrassé les vestiges qui étaient tombés dans la nef, dans la croisée, avec des robots, ce que vous voyez ici en bas, de manière à ne pas risquer que les hommes qui seraient venus se prennent la voûte sur la tête si jamais elle risquait à tomber. Et on a mis des filets aussi. Alors les filets, en fait, ils sont là pour protéger, surtout en cas de chute d'un petit élément, pour ne pas risquer que cet élément rebondisse un peu partout dans la cathédrale. C'est surtout un frein à la chute. Et pareil, si vous avez un gros élément de voûte, ça freine la chute, mais ça n'arrête pas. Par contre, ça arrête les petits éléments. Voilà. Et après, tous les vestiges, alors on ne parle pas de gravats, on parle de vestiges en termes de Paris. Tous les vestiges ont été conservés, numérotés, et sont aujourd'hui, donc on a construit des tentes comme ça sur le parvis, et aujourd'hui, ces vestiges sont conservés dans des grands entrepôts en banlieue parisienne pour analyse. Les archéologues vont pouvoir s'amuser pendant quelques générations là-dessus. On a fait très vite aussi des opérations anticipées de manière à gagner du temps sur le planning, parce que vous savez qu'on n'a pas beaucoup de temps pour le chantier. Donc, pas forcément dans l'ordre chronologique, mais on a fait des très belles fouilles à la croisée du transept. On a retrouvé les statues du Jubé, une partie des statues. Très belles statues gothiques. Ces statues, vous en avez quelques exemplaires au musée de Cluny, qui ont été nettoyées en fait, au 19e et qui sont blanches. Là, vous avez les mêmes, mais polychromes. Donc là, c'est pareil, elles sont parties chez les archéologues pour analyse, et on espère pouvoir un jour les montrer dans un musée. À la cathédrale, si possible. Les grandes orbes aussi, c'est quelque chose qui a été très vite lancé, parce que rien que pour harmoniser des grandes orbes comme celle de Notre-Dame de Paris, il faut 6 mois, juste pour l'harmonisation. Il faut plusieurs années pour nettoyer et relever l'orgue. On ne parle pas de restauration, on parle de relevage à l'orgue. Donc l'orgue n'a pas du tout souffert de l'incendie, il n'a pas été abîmé par les eaux ni par le feu. Par contre, il a été entièrement poussiéré, c'est la poussière un petit peu orangée que vous avez là, ici. Et l'ensemble des tuyaux, il y en a plusieurs milliers, l'ensemble des tuyaux a été complètement recouvert de poussière de plomb.
Ça, on est intervenu très vite aussi, c'est pour ça qu'on parle d'opération anticipée, parce que les experts nous ont expliqué que la poussière de plomb risquait de s'incruster dans le mélange de plomb et d'étain, dans l'alliage de plomb et d'étain des tuyaux de l'orgue, et qu'après on ne pourrait plus la retirer, et que ça risquait de modifier l'acoustique de l'orgue. Et donc là, l'ensemble des tuyaux d'orgue ont été nettoyés maintenant aujourd'hui, et donc on est très heureux de pouvoir dire qu'on va pouvoir retrouver l'orgue en fait, de Notre-Dame tel qu'il était avant l'incendie. On a fait beaucoup de tests aussi de nettoyage, et on a de la chance, c'est qu'on s'est rendu compte que les protocoles de nettoyage des poussières en fait étaient extrêmement proches, enfin même étaient tout simplement des protocoles de restauration assez usuels dans les restaurations de parements et de décors peints. Et donc en fait on a utilisé des techniques assez classiques de restauration. Donc là ce que vous voyez en fait c'est juste un nettoyage, il n'y a même pas de restauration. Vous avez ici la partie nettoyée et là la partie qui était avant nettoyage. Pareil, ça c'est différents tests avec différents types de produits. Et là c'est la même chose sur la chapelle de la nef. Alors chapelle de la nef, il y avait un décor du même type que celui-ci que vous trouvez dans le chœur. Ce décor a été purgé dans les années 1960. C'est un décor de Viollet-le-Duc. Voilà. Et donc vous avez là l'état après nettoyage et là l'état après restauration. Voilà. Ça c'est aujourd'hui les chapelles sont en cours de restauration, c'est à peu près l'état que vous avez sur l'ensemble des chapelles du chœur. Donc la cathédrale est absolument resplendissante aujourd'hui. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait pu connaître. Notre-Dame absolument noire, en fait, quand vous la verrez dans quelques mois. Je vous montrerai quelques photos après, c'est plus la même cathédrale. Et en fait, on n'a fait que nettoyer. On n'a pas changé le corps de la pierre. Même travail sur les vitraux. Alors, ça, c'est les vitraux de Le Chevalier des années 60. Le vitrail à gauche avant nettoyage, vitrail après nettoyage, pardon. Il n'y a pas d'intervention autre qu'un nettoyage. Là, c'est pareil, des vitraux du 19e après nettoyage. On a mis en place aussi des protocoles de restauration des parements. Alors, il y avait deux problèmes. Un premier problème sur les parties, sur l'ensemble de la cathédrale, en fait, c'est un empoussièrement généralisé, pas seulement lié à l'incendie, mais aussi avec l'histoire de la cathédrale. Et donc, il y a des protocoles de nettoyage qui ont été mis de manière à ce qu'ils soient les plus respectueux possible de la pierre. Et donc, on a appliqué en fait du latex partout sur la cathédrale. Et ce latex a permis de récupérer, alors après aspiration. D'abord aspirer les parements, après on a mis le latex, et ça a permis en fait de retrouver la couleur en fait de la pierre. Donc il y a quasiment, il y a des produits chimiques à dose absolument infinitésimale. Tout ça est vraiment extrêmement respectueux des parements pour ne pas risquer d'abîmer la pierre. Des protocoles un petit peu spécifiques que je ne m'étendrai pas dessus pour la restauration des parties sculptées, puisque le latex n'est pas complètement adapté à ça, et des essais ici de réintégration pour retrouver, favoriser plutôt la lecture des lignes architecturales, je vais en reparler après, que la lecture vraiment strictement des parements. Voilà, donc les joints, en fait, ont été, c'est la seule intervention qui a été faite, les joints ont été légèrement badigeonnés en plus clair, et on a passé une très légère patine d'harmonisation sur l'ensemble, notamment sur les voûtes, dont je vais parler juste après. Les voûtes, on avait à la fois un problème de nettoyage, mais aussi un problème de dégradation des pierres, liées aux migrations des sels. Donc, en fait, dans les mortiers, vous avez des sels qui sont réactifs et qui migrent avec l'eau. Tant qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de problème. Quand il y a de l'eau, en fait, l'eau emporte ces sels, les concentre en surface, et quand ces sels sèchent, ils sont expansifs. Et à tel point que, alors, quand il y a une expansion une fois, c'est pas grave. Le problème, c'est qu'ils ont des cycles d'expansion qui sont très rapides et qui finissent par fatiguer la pierre. Et donc, il y a des décollements de parements très importants qui sont faits sur la pierre. Et donc, ça, c'est lié à la fois aux sels naturellement présents dans les mortiers, mais aussi aux adjuvants qui ont été mis par les pompiers, des agents mouillants, pour être plus efficaces au moment de balancer de l'eau sur la cathédrale. L'eau n'est pas forcément strictement naturelle. Les pompiers rajoutent des produits dedans pour que ce soit plus efficace. On a aussi pompé de l'eau dans la Seine, et donc c'est de l'eau qui n'est pas de meilleure qualité. Et donc tout ça a posé en fait des problèmes ensuite a posteriori en fait de dégradation des joints et des voûtes. Donc on a dû purger en profondeur l'ensemble des joints, appliquer ce que vous voyez ici une espèce d'emplâtre en fait de kaolin, c'est une espèce d'argile, pareil très très neutre.
de manière à pouvoir nettoyer et aspirer en fait ces sels. Le kaolin en fait reste plus humide que la pierre, et donc aspire, enfin c'est l'inverse, le kaolin sèche plus vite que la pierre, et donc aspire naturellement l'humidité, et donc aspire naturellement les sels. Une fois que le kaolin est complètement chargé en sel, naturellement en fait il se décolle. Donc c'est assez efficace, et donc on a pu là nettoyer les parements. Voilà, et aujourd'hui en fait ça donne ça. Donc ça c'est le transept de nord de la cathédrale, où on a retrouvé, alors c'est pareil, la peinture ici, il n'y a pas eu de repeint, c'est le nettoyage de ce qui existait avant. Donc aujourd'hui, la cathédrale est nettement plus blanche que ne l'était. Donc là, on est là sur la transept nord, voilà, donc en face. Et là, on est en train de déposer l'échafaudage. Donc on a achevé en fait cette partie de la restauration de la cathédrale. Alors, une fois qu'on a fait les opérations anticipées, en même temps qu'on faisait la sécurisation, en même temps qu'on lançait les opérations anticipées, on a dû produire le projet de restauration, notamment définir le parti de restauration. On avait, pour la reconstruction de la cathédrale, on avait 3 grandes options. La première option, c'était de préserver la lacune. C'est-à-dire qu'en fait, on ne reconstruit rien, on laisse les traces de l'incendie, et puis on se contente juste de stabiliser le monument, et c'est tout. En gros, on préserve la ruine. C'est ce qu'ont fait par exemple les Américains au World Trade Center sur le Ground Zero, où ils ont reconstruit autour, mais ils n'ont pas reconstruit sur l'emplacement des tours. À Notre-Dame, parce que là-dedans, il y a une logique mémorielle, évidemment, de commémoration, et de ne pas venir souiller la mémoire des victimes par une opération, par exemple, immobilière ou spéculative. C'est des choses qu'on retrouve beaucoup sur les édifices martyrs, pendant les guerres, par exemple, choses comme ça. Vous retrouvez ça, par exemple, à Oradour-sur-Glane, où on s'attache à conserver l'état du village tel qu'il était juste après l'intervention des Allemands. À Notre-Dame, en fait, il n'y a pas eu de victimes. À part une perte patrimoniale immense, il n'y a rien eu. Il n'y a eu aucune revendication politique, sociale ou quoi que ce soit. On ne sait toujours pas pourquoi ça a brûlé. Vraisemblablement, c'est un accident bête. Donc en fait, il n'y a rien à commémorer. On a considéré que là, ça n'avait vraiment pas sens par rapport à Notre-Dame. Surtout que la couverture, la flèche de Notre-Dame font partie de l'ensemble quand même cathédral, de sa silhouette générale et de sa silhouette dans la ville. Je vais en parler après, c'est quelque chose de très important. Donc, on avait du coup on a éliminé cette première option pour en conserver 2 autres. C'était construire quelque chose d'autre ou restaurer à l'identique. Construire quelque chose d'autre, on pouvait construire un toit sans flèche. La cathédrale a été à un moment un toit sans flèche, très brièvement. Il y avait une flèche avant la Révolution qui était démontée parce qu'elle était en mauvais état. Et Viollet-le-Duc en fait a restitué, avec Blasius, ils ont restitué une flèche. J'en parlerai après. Donc la flèche en fait fait partie aussi de la cathédrale et du paysage parisien. Notre-Dame n'est pas classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, et par contre elle fait partie du bien Rive de Seine. C'est-à-dire qu'il y a un bien UNESCO à Paris, qui est les Rives de la Seine, et Notre-Dame est nommée dans ce bien. Donc, et notamment sa silhouette. Et donc on a considéré que si on ne restituait pas la silhouette de Notre-Dame, on dégradait aussi le bien UNESCO, et donc finalement on dégradait l'ensemble de l'agglomération parisienne. Il y a évidemment le côté extrêmement symbolique de la flèche sur la cathédrale, et donc on a très vite préconisé de reconstruire en fait une flèche et un toit sur la cathédrale. Une fois qu'on a choisi de reconstruire une flèche et un toit, on peut faire soit la flèche du XIIIe siècle, mais on la connaît extrêmement mal. Le projet global, enfin le projet de restauration du XIXe était extrêmement cohérent. Donc j'en parlerai après. Donc en fait, le fait de reconstruire une flèche du XIIIe sur une cathédrale extrêmement restaurée au XIXe, je reviendrai dessus après, faisait pas beaucoup de sens, donc c'est quelque chose qu'on a très vite évacué. Par contre, on pouvait reconstruire une flèche, comme on l'a beaucoup vu dans les médias, une flèche dite contemporaine, ce que nous on appelait plutôt dans le style international contemporain. C'était tout à fait possible d'un point de vue technique, même si c'était assez complexe. C'est une option que nous on a considérée comme possible, mais non souhaitable. Alors,
non souhaitable, pourquoi? D'abord, d'un point de vue technique, la cathédrale, en fait, c'est un ouvrage, l'ensemble de la cathédrale, c'est un ouvrage structurellement qui est extrêmement complexe à comprendre et à modéliser. Aujourd'hui, on a le plus grand mal à modéliser l'ensemble du fonctionnement de la cathédrale d'un point de vue structurel. Très peu de temps après l'incendie, on a appris par voie de presse, on a préféré l'apprendre autrement, mais on a appris par voie de presse que la cathédrale risquait de s'effondrer dès que les vents dépasseraient 80 km/h. C'est d'éminents chercheurs universitaires qui avaient travaillé sur la cathédrale qui nous ont dit ça. 3 semaines après, on a eu des vents de 120 km/h. L'anémomètre s'est mis en défaut à 120 km/h, donc on a eu plus de 120 km/h de vent sur la cathédrale. À cette époque-là, on avait une centaine de capteurs sur la cathédrale, il n'y a rien qui a bougé. Donc ça veut dire que même les plus grands spécialistes en fait, ne savent pas modéliser correctement cette cathédrale. Pour pouvoir justifier un ouvrage neuf sur un ouvrage ancien, alors on parle là de construire un ouvrage neuf sur une cathédrale des XIIe et XIIIe siècles qui a subi l'incendie. Donc c'est assez difficile à justifier. Et comme on ne sait pas justifier les appuis, c'est extrêmement difficile de justifier un ouvrage qui ne soit pas le même qu'avant. Donc techniquement, en fait, c'était assez complexe de construire une flèche différente de celle de Viollet-le-Duc et de Bellu, et des charpentes différentes de celles qu'on avait avant. D'un point de vue plus patrimonial, la cathédrale telle qu'on la connaît, en fait, c'est une cathédrale, c'est une restauration de la Suisse et Viollet-le-Duc, qui commence vers 1843 et se termine vers à peu près 20 ans après. C'est un projet qui est extrêmement complet, qui va depuis la couverture et la flèche jusqu'à la sculpture extérieure, jusqu'à la restauration et la restitution des gables par exemple, jusqu'à la dérestauration, on dirait aujourd'hui, de tout ce qu'avait fait Soufflot pour retrouver une cathédrale gothique, jusqu'au mobilier, jusqu'aux vitraux, jusqu'au programme iconographique, etc. Donc c'est un projet extrêmement complet. Et donc la couverture et la flèche faisaient partie de ce programme complet. Nous, ce qu'on a dit à un moment, c'est que le projet de la Société Viollet-le-Duc, en fait, c'était une couverture et une flèche pour la cathédrale. Les projets qu'on a vus dans la presse, c'était des projets sur la cathédrale. En fait, la plupart des projets qu'on a pu voir, la greffe, en fait, se faisait pas bien et n'était pas dans la logique globale de l'édifice gothique. La restauration de la Société Viollet-le-Duc, là où elle est remarquable, c'est que quand on la regarde de près, ce n'est pas une restauration néo-gothique, comme ça a été fait à Rouen quelques décennies plus tôt, par exemple pour la flèche, qui est une flèche en fonte. C'est une restauration purement gothique. C'est-à-dire qu'en fait, Viollet-le-Duc et la Suisse avaient une telle connaissance des systèmes structurels, constructifs, décoratifs, etc., de ce genre de cathédrale. En fait, ils ont reconstruit, ils ont restauré, au sens propre, une cathédrale gothique. Et donc, on a considéré que cette œuvre-là faisait partie intégrante de l'histoire de la cathédrale, et que ne pas la restituer, c'était dégrader la valeur et la qualité patrimoniale de la cathédrale. C'est pour ça que, d'un point de vue de la doctrine, on a préconisé de restituer et de restaurer à l'identique. D'un point de vue toujours technique, notamment pour la flèche, on s'est rendu compte que la flèche de Viollet-le-Duc, c'est bien celle de Viollet-le-Duc pour le coup, pas de la Suisse et Viollet-le-Duc, j'en parlerai aussi après. La flèche de Viollet-le-Duc, vous ne pouvez pas séparer la forme extérieure de la structure du décor. Le décor est porté par des éléments structurels. La forme de la flèche est donnée par des éléments structurels. Si vous changez le matériau, vous changez nécessairement la forme. Si vous changez la forme, vous changez la structure. Si vous changez la forme de la structure, vous changez la forme générale de la flèche. Donc en fait, tout ça est un ouvrage extrêmement complexe, extrêmement complet. Et donc changer un paramètre, c'est changer l'ensemble en fait, de l'ouvrage. Donc c'est pour ça aussi qu'on a considéré que l'ouvrage était digne d'être reconstruit. Il y a d'autres raisons pour lesquelles je reviendrai après. Donc voilà, donc le projet, il a fallu ensuite l'établir dans le détail. Donc vous avez en rouge toutes les parties qu'on reconstruit. Hein. Il y a quelques petits points, notamment ici, sur la restauration des beffrois, parce que l'incendie a un tout petit peu attaqué le beffroi nord, mais de manière assez ponctuelle. Mais voilà, principalement, on travaille sur les voûtes ici, on travaille sur la flèche, sur le comble, et puis sur le plateau liturgique qui était complètement écrasé par la chute de la flèche. Voilà, ça c'est la vue en plan du comble. En fait, on refait à l'identique. Je vais détailler après. Alors, pour les charpentes, enfin déjà pour la cathédrale, le parti aussi a été pris de restituer à l'identique. Ça c'est un parti aussi qui est général.
C'est pour ça aussi qu'on a préconisé de reconstruire les parties hautes à identiques, c'est que pour les voûtes, en fait, on reconstruit à identique, on ne s'est pas trop posé la question. On construit strictement de la même manière. Les sculptures qui ont été dégradées par l'incendie, on les refait de la même manière. On n'a pas demandé à des artistes contemporains de refaire des sculptures. On aurait très bien pu le faire. On aurait pu reconstruire les voûtes en briques ou en béton. C'était possible, voire en bois. Donc, c'est des choses sur lesquelles on a à peine été interrogé. Et ça fait parfaitement consensus. Et donc, prenant aussi ce parti de restauration pour les parties maçonnées de la cathédrale, on aurait trouvé ça incohérent pour l'ensemble d'avoir un parti différent pour les charpentes. On aurait créé une rupture en fait dans l'ensemble des projets de restauration, une rupture conceptuelle. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi, plus dans le détail, en fait, de reconstruire identique? D'abord, ces charpentes, au sens large, elles avaient une très forte valeur patrimoniale. On avait, avant l'incendie, 3 grands ensembles de charpentes, la nef, le transept et le chœur. La nef et le chœur étaient les charpentes originelles du XIIIe siècle, du début du XIIIe, entre 1215 et 1225. La partie centrale, le transept et la flèche, charpente de Viollet-le-Duc, des années à peu près 1859-60. On se situe dans tant pour les charpentes gothiques, ici et là, que pour la charpente de Viollet-le-Duc, au début et à la fin de l'histoire des grandes charpentes françaises. Notre-Dame, elle est là, on est à la première génération des cathédrales gothiques, mais plutôt à la fin. Et d'un point de vue structurel pour les charpentes, c'est la première grande cathédrale qui a des charpentes vraiment de type gothique. Avant, vous avez notamment Sens, ce sont des charpentes de type roman. Ce n'est pas des charpentes gothiques, techniquement. Et donc Notre-Dame, c'est le premier grand exemple en France de charpente gothique sur une cathédrale. Donc on est au démarrage d'une histoire. Alors, qu'est-ce qui différencie une charpente gothique d'une charpente romane? En fait, c'est 2 révolutions. On a une révolution technique, qui paraît toute bête aujourd'hui, c'est la généralisation de l'usage du tenon et de la mortaise. Le tenon et la mortaise, c'est ça. On avait une pièce, le tenon, il est... Je crois que ma souris... Je vais essayer de vous montrer là. Voilà, le tenon, il est là. Et donc, c'est une pièce mâle qui rentre dans une pièce femelle. C'est un assemblage qui est extrêmement courant aujourd'hui, qu'on utilise toujours en charpente. Ce système-là, il est extrêmement rigide. Avant, on a des assemblages, comme vous avez ici, qu'on appelle un dévêtissement latéral. C'est-à-dire qu'en fait, on vient emboîter comme un Lego, en fait, les pièces les unes dans les autres. Ce système-là, il a deux inconvénients. La pièce, ici, l'assemblage, en fait, les 2 pièces peuvent jouer, peuvent pivoter. Et l'inconvénient principal, c'est que ces pièces-là, elles peuvent sortir latéralement. Et donc, ça donne des charpentes qui, généralement, parce qu'il y a toujours des exceptions, notamment à Sens, généralement ont une durabilité qui est moins importante. La deuxième révolution, elle est conceptuelle. C'est ce qu'on appelle l'art du trait. L'art du trait, c'est ce que les maçons appellent la stéréotomie. Aujourd'hui, l'art du trait des charpentiers, il est inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est la capacité qu'ont les charpentiers à tracer en atelier des pièces de charpente les plus complexes et à les tailler avec la plus grande exactitude. Les charpentiers, ils ne travaillent pas au centimètre, ils ne travaillent pas au millimètre, ils travaillent juste. Donc les assemblages, les charpentiers disent ça biche, qu'en fait ça plaque. Il n'y a pas de jeu, c'est bien fait. Et donc ça, c'est grâce aux techniques qui ont été déployées de manière absolument généralisée à Notre-Dame de Paris, sans doute pour une des premières fois au XIIIe siècle. C'est à l'autre bout de l'histoire des charpentes, vous avez la flèche de Viollet-le-Duc et de Bellu. Bellu, c'est le charpentier, qui est un des grands chefs-d'œuvre d'art du trait des charpentes. La flèche de Notre-Dame de Paris est un des ouvrages de charpente traditionnels les plus complexes qui existent en France, existent en Europe. Donc, et ça, on a pu construire tant des charpentes gothiques que les charpentes de Viollet-le-Duc que grâce à cet art du trait. Donc en fait, on a 2 maillons. Le premier grand exemple de charpente gothique, le dernier grand exemple de charpente traditionnelle qui sont sur le même édifice. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que dans leur histoire, les charpentes de Viollet-le-Duc sont extrêmement inspirées des charpentes gothiques de la cathédrale. Donc c'est pas une copie conforme, elles sont inspirées, elles sont améliorées. Et ça, Viollet-le-Duc le décrit extrêmement bien dans son dictionnaire, il le décrit aussi très bien dans le mémoire qu'il a remis avec Lassus au nom du concours de 1843. En fait, les charpentes sont en bois, et en fait, il améliore le système gothique. Donc, vous ne pouvez pas comprendre la flèche de Viollet-le-Duc sans avoir les charpentes gothiques de la nef et du chœur à côté. Donc ça, c'est un ensemble qui est extrêmement cohérent.
Donc ces charpentes, globalement, même si elles ne sont pas accessibles au public, au grand public en tout cas, elles ont une valeur patrimoniale énorme, une valeur technique notamment énorme. À partir du moment où on a considéré que ces ouvrages étaient intéressants et dignes d'être reconstruits, est-ce qu'on a les données pour la reconstruire? On a de la chance, Annick en a parlé un petit peu, avec un ami, avec Cédric Transo, on a pu réaliser, quand on a fait l'école de Chaillot, le relevé des charpentes gothiques de la nef et du chœur. Donc on connaît toujours d'ailleurs, extrêmement bien ces charpentes, et nous on a fait le relevé de manière absolument exhaustive, c'est-à-dire qu'on n'a pas interprété, on a tout redessiné, on a dessiné tout ce qu'on voyait, et ça nous a permis, après l'incendie, en fait, de faire un diagnostic a posteriori de l'ensemble des charpentes, et de comprendre de manière très fine toute leur histoire. Voilà, donc les charpentes de la nef, charpentes du chœur qui sont un petit peu différentes, et charpentes du chœur qui avaient été démontées au tout début du XIIIe siècle, quand les murs de la cathédrale ont été rehaussés. Parce qu'en fait, la cathédrale, donc on construit fin XIIe le chœur, on construit la nef début XIIIe, et on change de partie pour l'élévation de la cathédrale. En fait, donc, le mur de la nef est un peu plus haut que celui du chœur. Et donc, pour maintenir en fait, l'unité de la cathédrale, et c'est en ça que Notre-Dame est absolument remarquable, pour maintenir l'unité de la cathédrale, en fait, les architectes et les compagnons à l'époque démontent les charpentes qui avaient été construites, rehaussent le mur et reconstruisent les charpentes avec des bois de réemploi. Ils réemploient en fait les bois du XIIe pour le XIIIe. Donc on connaît très bien l'histoire des charpentes. On connaît aussi très bien leur fonctionnement structurel et leur vieillissement. On s'est rendu compte, en faisant l'analyse a posteriori des charpentes, que structurellement, elles étaient extrêmement bien conçues. Que structurellement, il n'y avait pas de problème du tout, et qu'elles avaient tenu 850 ans grâce à leur qualité structurelle. Que tous les problèmes qu'on avait sur les charpentes étaient liés, à 99%, à des problèmes d'entretien des couvertures. Le problème d'entretien sur les grands monuments, c'est pas nouveau, ça date de toujours. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous avez une fuite, notamment en partie basse, en fait, ça pourrit le bois. Quand ça pourrit le bois, en fait, l'assemblage en pied cède. Quand ça cède en pied, ça entraîne des ruptures sur toute la hauteur de la charpente. Et donc, c'est l'ensemble de la charpente qui se déforme. Donc, on s'est retrouvé avec, avant l'incendie, avec des réparations multiples sur la cathédrale, et donc avec une espèce de gang qui était venu phagocyter en fait la charpente gothique. Donc ce que vous voyez ici, c'est un document qui est un petit peu technique, c'est le plan des charpentes gothiques avant incendie. Vous avez en marron tous les bois qui étaient conservés de la construction, donc, du début du XIIIe siècle. Vous avez ici en jaune toutes les réparations qui étaient liées à des ruptures d'assemblage. Vous avez ici en bleu quelques renforcements dans le chœur, parce que les charpentes du chœur étaient un peu moins bien conçues que celles de la nef. Et donc la partie de restauration, ça a été de dire qu'on va conserver ces renforcements. Alors, quand on dit moins bien conçues, on pense qu'elles ont cédé au bout de 3 siècles, à peu près. Donc au niveau garantie, c'est pas mal. Vous avez en bas toutes les adjonctions qui sont venues pour garantir la planéité de la couverture. Parce qu'une fois que la charpente se déforme, la couverture se déforme, il y a des fuites. Et donc pour qu'on ait une couverture qui ne soit pas fuyarde, au moment de refaire la couverture, on rajoute des pièces de bois par-dessus la charpente, pour ne pas refaire la charpente, de manière à garantir la qualité de la couverture. Donc vous aviez les charpentes gothiques complètement impliquées dans une gang d'interventions, dont les premières, on pense qu'elles sont du XIVe siècle, il y avait quelques ruptures de pièces au XIIIe, mais les principales étaient du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Ce que je vous disais tout à l'heure aussi, c'est qu'on a constaté, après l'analyse, que les lignes d'épure, donc les lignes de construction des charpentes, de la nef, du chœur, mais aussi des charpentes XIXe de Viollet-le-Duc, étaient les mêmes. Viollet-le-Duc a utilisé les mêmes lignes d'épure que ses prédécesseurs. Donc ça garantit une très grande continuité structurelle de l'ensemble des charpentes. Donc là encore, une qualité technique des charpentes. On avait en plus une documentation, alors sur les parties qu'on n'avait pas relevées avec Cédric, on avait une documentation extrêmement approfondie, parce qu'on avait très peu de documentation sur les parties nef et chœur, donc les parties gothiques, mais par contre une documentation extrêmement riche sur la flèche. On a la chance d'avoir conservé énormément de dessins d'origine, soit du charpentier, Bellu, soit de Viollet-le-Duc lui-même. Et donc vous avez ici des dessins, donc ça c'est à droite, vous avez les dessins du dictionnaire, ça c'est des dessins qui sont conservés à la Médiathèque du patrimoine à Charenton, qui sont les dessins originaux
de conception et qui sont extrêmement proches de ce qui avait été construit. On a encore mieux, on a les plans d'exécution du charpentier. Donc on n'a pas tout, mais on a énormément d'informations et on a ces côtés au millimètre. Donc on a toutes les sections des bois, toutes les longueurs, on a les principaux assemblages, etc. On a des maquettes qui ont été réalisées par Bellu au moment de la construction de la flèche. On a 2 ou 3 exemplaires en France. Ces maquettes sont extrêmement justes, elles font à peu près 1,50 m de haut. Vous pouvez en voir une à la Cité de l'Architecture. Elles sont extrêmement justes, et y compris dans tous leurs assemblages. Donc c'est une source très sûre d'informations. Dans les années 70-80, vous avez 3 compagnons, enfin 3 aspirants compagnons, qui, pour leur travail de réception en tant que compagnons, ont réalisé la maquette de la flèche et qui ont fait des relevés très précis de cette flèche. Ils sont encore en vie, on a pu prendre contact avec eux, on avait déjà pris contact avec eux en fait, au moment des relevés, on les connaissait, et on a eu la chance qu'ils aient conservé toutes leurs épures. Donc en fait, on a tous les dessins qu'ils ont réalisés pour la flèche. Donc c'est une source qui nous permet de corroborer tant les maquettes que les épures de Bellu. Et tout ça est très très cohérent. Voilà. Et puis pour les parties gothiques, on a les relevés qu'on a réalisés Cédric et moi, donc avec une méthode un peu différente, c'est des relevés qu'on a fait à la main, de manière quasiment archéologique. En fait, on a relevé l'ensemble des éléments, ce qui nous a permis d'être à la fois très juste géométriquement, parce qu'on a utilisé des méthodes de relevé qui nous permettaient de l'être, et en même temps très juste dans l'analyse structurelle et constructive des choses, parce qu'on a dessiné absolument tout ce qu'on voyait, sans chercher à interpréter. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'heureusement qu'on n'a pas interprété, parce qu'en fait, il y a des choses très subtiles qui se passent dans la cathédrale, dans ces charpentes, et que nos relevés permettent de restituer toutes les subtilités. On avait une documentation générale, mais là qui permettait plutôt de restituer les charpentes dans leur contexte historique, et qui confirme que ces charpentes sont un très grand intérêt historique, tant pour les charpentes gothiques que pour les charpentes 19e. On avait en plus énormément, alors d'abord les statues, qui étaient les statues originales, qui avaient été déposées pour restauration juste avant l'incendie. Donc ces statues sont conservées. Et elles vont être placées au même endroit, pour restauration. On a aussi énormément de vestiges, même s'ils sont très calcinés. Ces vestiges sont très riches d'enseignements pour les parties qu'on ne pouvait pas voir dans le relevé. Il y a beaucoup d'assemblages qu'on ne connaissait pas parfaitement. Et l'analyse des vestiges nous a permis de conforter des hypothèses qu'on avait. Et ensuite, on a pu travailler pour les parties, notamment de la flèche, qu'on connaissait moins bien sur les assemblages. On a pu travailler par analogie, puisque le charpentier Bellu, en quelques années, il y a moins de 5 ans je crois, entre la construction de la flèche de la Sainte-Chapelle, d'Orléans et Notre-Dame de Paris, en quelques années, le même charpentier construit 3 flèches, qui sont techniquement très similaires. La Sainte-Chapelle, juste à côté de Notre-Dame, qui est plus petite, mais techniquement très proche, et la flèche d'Orléans, qui est à peu près la même taille que Notre-Dame de Paris, et pareil, techniquement très similaire. Donc c'est le même type d'assemblage. L'escalier que vous voyez au centre, en bas, c'est celui d'Orléans, on en a le même à Notre-Dame de Paris. Voilà, quasiment le même. Au lieu d'avoir un garde-corps métallique, on a un garde-corps en bois, mais tout le reste est le même. Les assemblages sont les mêmes. Voilà. Et puis on a une documentation photographique assez importante. On a aussi, j'en parle pas trop parce qu'on les a très peu utilisés, des nuages de points. C'est des scanners 3D qui permettent de vérifier certaines hypothèses, mais qui sont paradoxalement beaucoup moins précis que les maquettes, par exemple, ou que les dessins du 19e siècle. Ça permet plutôt de voir des déformations, et là ça aide plutôt à l'analyse technique et structurelle des ouvrages. Alors l'intérêt aussi de reconstituer à l'identique, c'est que techniquement, on a un retour d'expérience qui est absolument énorme. On a des charpentes qui ont tenu 850 ans, qui ont sans doute subi des tempêtes absolument énormes et qui n'ont pas bougé. La flèche de Viollet-le-Duc, pendant sa construction, a subi une tempête très importante, elle n'a pas bougé. Donc même au point de vue des assureurs, c'est quelque chose qui est très valable, de dire en fait on reconstruit pareil, et donc ça va se comporter pareil. Alors après, on apporte quelques toutes petites modifications, là où on sait qu'il y a eu des ruptures et des problèmes, mais c'est extrêmement ponctuel. Alors ensuite, la question, on a beaucoup entendu juste après l'incendie, on n'a pas les matériaux. On a les matériaux en quantité très importante. On a la chance en France d'avoir notamment des propriétaires privés et l'ONF, par exemple public, l'Office national des forêts, qui conduisent la forêt exactement comme on l'a conduit depuis Colbert. Et Colbert, en fait, c'est l'héritier des grandes futaies médiévales. Depuis, pour avoir des bois comme on a besoin d'avoir Notre-Dame de Paris, notamment pour le cœur, on doit conduire la forêt de chênes d'une manière très spécifique pour avoir des chênes, comme vous le voyez à droite, qui sont parfaitement rectilignes, qui sont sans manches et qui sont d'une qualité absolument irréprochable. Les bois sont parfaitement droits.
Et ça nous permet de tailler les pièces des charpentes telles qu'on en a besoin. Si on perd ce savoir-faire, on n'est plus capable de reconstruire la charpente en termes de Paris. Pour avoir des bois comme ceux-ci, vous avez des petits personnages qui sont en bas là. Ça, c'est des arbres qui font 35 mètres de haut. Vous avez 25 mètres tout droit. C'est exceptionnel. Sur des bois qui sont extrêmement élancés. Hein. On parle d'à peine 1 mètre de diamètre au pied. On n'est pas sur le gros chêne trapu que vous avez au milieu du champ. On est sur des bois très élancés. Et ça, c'est un savoir-faire. Il faut 15 générations de charpentiers pour avoir un arbre comme ça. De forestiers pour avoir un arbre comme ça. Si on perd le savoir-faire sur 2 générations, c'est fichu. On ne peut plus faire en termes de Paris. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Pareil, le savoir-faire des forestiers, la conduite de la forêt, ça s'appelle en futaie régulière, est aussi inscrite depuis quelques mois maintenant au patrimoine immatériel de l'UNESCO. On a les savoir-faire aussi techniques, c'est quelque chose qu'on a aussi beaucoup entendu, on ne sait plus faire les charpentes comme on le faisait au XIIIe siècle, etc. C'est pas vrai. On a des compagnons, on a des entreprises qui sont structurées et qui ont tout à fait les compétences pour travailler à la fois les techniques du XIXe et les techniques gothiques. Donc le savoir-faire, il est là. Et nous, on a préconisé de reconstruire avec les mêmes techniques. Alors, pourquoi est-ce qu'on a préconisé de reconstruire avec les mêmes techniques? C'est pas pour le folklore. Les charpentes de la flèche, en fait, c'était des bois qui étaient sciés, de très grosses sections, et cette méthode était assez adaptée à ce type de bois. Pour la nef et pour le chœur, charpente gothique, évidemment, il n'y avait pas de scie mécanique au XIIIe siècle. Il y avait un petit peu de sciage de long, mais très peu. On taillait à la main, à la Doloire. C'est les haches que vous voyez là. Ça permet, en taillant à la Doloire, en fait, de suivre au mieux la forme du trou. Donc de tailler de manière une pièce qui n'est pas rectangulaire, parallélépipédique, mais qui est tronconique, qui s'affine avec la grue, d'avoir très peu de perte de matière, c'est extrêmement économique, et de pouvoir adapter la taille quand il y a besoin aux quelques déformations que le bois peut avoir. L'intérêt de ça, en plus, quand on taille d'un point de vue sur la microstructure du bois, en fait, on arrache les fibres, on ne les coupe pas. Et donc ça permet de conserver les fibres dans leur plus grande longueur. Quand vous coupez les fibres, vous créez de la tension dans le bois, notamment au moment du séchage. Quand vous arrachez les fibres, vous suivez les fibres comme ça, en fait, il y a beaucoup moins de tension et le bois se déforme beaucoup moins. Et donc c'est pour ça qu'on a préconisé de tailler à la main les charpentes gothiques, parce que c'est des bois qui sont extrêmement lancés. La proportion, hein, on a des bois qui font 14 mètres de long, c'est la largeur de la pièce à peu près, et qui font à peu près 15 cm de côté. Donc c'est extrêmement fin, c'est même pas un crayon, hein, c'est un mikado en proportion. Voilà. Et donc la moindre déformation, en fait, c'est plusieurs centimètres que vous prenez sur l'ensemble du bois. Et donc là, en étant extrêmement rigoureux sur le choix des bois, il faut des bois de première qualité et extrêmement rigoureux sur la taille, on arrive à garantir que les charpentes ne se déforment pas. Si vous taillez ça à la scie, vous avez de forts risques de déformation des charpentes. Voilà. Donc là, vous avez quelques exemples. Donc là, c'est en cours de taille. Donc ça, c'est une démonstration qui a été faite en juillet 2019, si je ne dis pas de bêtises, par l'association Charpentiers sans frontières, qui justement voulait démontrer qu'en fait, il y avait le savoir-faire, qu'on pouvait refaire sans trop déployer de moyens des charpentes à l'identique, y compris sur les moyens de taille. Voilà. Et ça, c'est l'atelier Perrault, qui est le mandataire du groupement qui refait les charpentes de la nef et du chœur. Donc des compagnons qui taillent de manière traditionnelle à la hache. Alors, c'est qui? Il faut parler après. Voilà. Et là, vous avez Rémi Desmond. Donc c'est l'autre atelier Perrault taille le chœur, Desmond taille la nef. Rémi Desmond, ça fait plus de 15 ans qu'il taille le bois à la main. Et donc il y a une expertise extraordinaire sur la taille manuelle. On a de la chance d'avoir des gens comme lui sur le chantier. Voilà, et ça, c'est différents types de haches. Donc certains qu'on utilise sur la cathédrale, comme celle-ci, d'autres qu'on n'utilise pas, comme celle-là, parce que ça, c'est des haches de type germanique, et c'est pas les mêmes formes de haches, donc c'est pas les mêmes formes de marques sur les bois. On est très attaché à avoir les mêmes formes de marques que ce qu'on pouvait avoir à Paris au XIIIe. Voilà, et là, vous avez, je vais passer, l'équipe de charpentiers, hein, les équarrisseurs. Alors, les équarrisseurs, c'est pas des bouchers. Équarrir, ça vient de la charpente, pas de la boucherie. Équarrir, ça veut dire rendre carré. Donc on passe d'une section ronde à une section carrée. Donc ça, c'est les équarrisseurs avec leur hache qui ont taillé à la main l'ensemble des bois. Pour la flèche, c'est un petit peu différent. On a travaillé avec des bancs de scie traditionnels. C'est plutôt des bancs de scie horizontaux qui permettent d'avoir plus de précision en fait, dans la taille.
On a travaillé aussi, donc je l'expliquais tout à l'heure, grâce aux épures de Bellu, le charpentier. Alors celui qui a dessiné toutes ces épures, on a gardé son nom, c'est Georges, Monsieur Georges. Et son nom était sur la plaque qu'il y avait au pied du poinçon de la flèche, avec celui de l'architecte et celui du charpentier. C'était le gâcheur, on appelle ça. Le gâcheur, c'est celui qui est maître de tous les dessins, de tout le tracé des charpentes. Donc c'est la pièce maîtresse de la taille. Voilà, et donc là, ça c'est des pièces que vous avez ici, en fait on est juste là, cette pièce-là. Ça c'est une des pièces les plus complexes qu'on ait eu à tailler, parce que c'est des pièces qui ont une section qui n'est pas rectangulaire, mais qui est pentagonale. Donc on est sur 5 faces. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la flèche, là aussi c'est un chef-d'œuvre, c'est que la croisée du transept à Notre-Dame, c'est pas un carré, c'est pas un rectangle, c'est même pas un parallélépipède, c'est un quadrilatère, irrégulier. Et donc, même si ça paraît très symétrique, toutes les pièces sont différentes. Donc vous devez tailler les pièces et dessiner les pièces une par une. Et donc c'est ce qui a été fait. Et là où vous croyez que c'est une symétrie de l'assemblage, etc., en fait non. Le fait que la géométrie change, en fait, l'assemblage forcément, même s'il a toujours le même aspect extérieur, en fait cet assemblage n'est jamais le même, hein, même pour des pièces qui sont symétriques. Voilà, donc c'est des pièces d'une très grande complexité qui donnent de très beaux assemblages. Vous avez un Jupiter. Voilà, qui permettent aussi, alors ça c'est très important pour nous, de venir conserver aussi des savoir-faire. Parce qu'évidemment, un chantier comme Notre-Dame, c'est un conservatoire des savoir-faire. Alors, le parti de restauration, donc j'ai déjà quand même pas mal expliqué. Donc pour la nef et pouce, en fait c'est simple, on refait à l'identique. Sauf, comme c'était avant l'incendie, on retire les réparations. Parce qu'en fait, les réparations, c'est pas un effet volontaire de conception, c'est un accident dans l'histoire des charpentes. C'est lié à la négligence de l'homme, en fait. Donc on ne restitue pas la négligence, mais par contre on restitue le savoir-faire de ce qu'il y avait avant la négligence. Donc c'est simple. En jaune, c'est les pièces qui avaient été rajoutées par-dessus les charpentes gothiques pour faire des réparations. Et en fait, on les retire, on se retrouve, ça c'est l'état tel qu'il était initialement avant les réparations avant l'incendie, et on retire les réparations, donc on se retrouve en fait avec l'état gothique. C'est simple. Voilà, donc ça, vous avez enfoncé les réparations, petite axonométrie qui montre le détail des charpentes assemblées. C'est des charpentes qui sont très denses hein, au niveau des bois. Voilà, et donc ça, c'est des prototypes qui ont été faits pour la taille des bois. On s'est aussi beaucoup attaché à ne pas modifier le système structurel, puisqu'il fait partie de la qualité patrimoniale en fait, de la charpente, et donc à ne pas modifier, à garder systématiquement pour les charpentes gothiques des assemblages bois sur bois chevillés avec des chevilles de chêne. C'était comme ça que ça avait été construit. On s'y emploie et on arrive à démontrer que ça tient structurellement, y compris avec les normes actuelles. C'est très important. Quand on a des bons ingénieurs et qu'on a titillé un petit peu, on y arrive. Et pareil pour la flèche, on restitue aussi la technique, c'est des bois qui étaient donc, sciés et qui étaient boulonnés. On remet les boulons comme ils étaient avant l'incendie. Voilà, donc ça, c'est des photos qui sont toutes fraîches, comme on date d'hier, chez les ateliers des Monts, avec donc, les charpentes en cours de taille. Et ils sont en train de faire les premiers levages à blanc, ça c'est des charpentes du cœur. Donc là, on est chez Perrault. Première charpente du cœur, où là vous voyez, ça c'est les éléments horizontaux que vous avez là, c'est ce qu'on appelle les sablières. C'est les pièces qu'on va poser sur les murs, qui vont accueillir les charpentes. Donc là, les charpentiers, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème au moment du levage, donc de la pose des charpentes sur la cathédrale, font ce qu'on appelle des levages à blanc. Donc ils font une répétition générale à l'atelier pour être sûr que tout fonctionne parfaitement. Voilà, donc là, c'est la première ferme qui vient d'être levée hier. Pour la flèche, le parti de restauration, il est assez simple, c'est qu'on fait pareil, parce qu'il n'y avait pas de modification apportée à la flèche depuis sa construction, depuis 1860. Par contre, un travail d'analyse énorme, puisque la flèche, vous avez plus de 2000 assemblages. Vous avez à peu près 1000 mètres cubes de bois. Des sections de pièces, la section moyenne, c'est 35 par 35, c'est à peu près 2 fois et demi la section standard aujourd'hui. Et donc, on a une très grande complexité d'assemblage et de conception. Avec donc on a redessiné en fait tous les nœuds pour comprendre comment ça fonctionnait et pour être sûr qu'on n'oublie rien. Cette complexité d'assemblage et de conception, elle va se retrouver aussi dans le levage. Donc le levage, en fait, c'est le montage sur site des charpentes, où en fait on ne peut pas lever la charpente par gros morceaux. On est obligé de la lever par petits morceaux, parce qu'en fait tout s'emboîte, et qu'on ne peut pas lever par gros morceaux d'un coup, parce que ça, vous ne pouvez plus emboîter les morceaux.
Et donc le fait que la flèche est très bien tenue, c'est justement grâce au fait que tous les morceaux s'emboîtent les uns dans les autres. Donc on conserve ça, et donc ça nécessite des opérations de levage qui sont très nombreuses, et on considère que pour lever la flèche, il va falloir environ 1000 coups de grue. Voilà. 1000 coups de grue, en fait, il va falloir qu'on fasse 1000 levages avec une grue. Voilà. À chaque fois, vous avez une grue qui va chercher une pièce et puis qui la remet 1000 fois. Voilà. C'est l'estimation qu'on a faite, donc c'est beaucoup de pièces. Voilà, et donc là vous avez le levage de la première pièce, hein, enfin premier ensemble de pièces, donc c'est le pied du tabouret. Le tabouret, c'est la partie ici, hein, c'est les fondations, on va dire, de la flèche qui ont été posées pour l'anniversaire de l'incendie. C'est très impressionnant, vous avez des bois comme ça qui ont volé au-dessus du ciel de Paris. Et ça va continuer à se passer dans les... Là, il taille en atelier, je vous montrerai ça après, et on va de nouveau lever des pièces dans les prochaines semaines. Voilà, donc des bois, on ne se rend pas bien compte de l'échelle quand ils sont dans le ciel, mais en fait, voilà, vous voyez la taille quand même des bois, c'est absolument énorme. Juste cette pièce-là, hein, elle pèse 1,3 tonne. Il y en a deux côte à côte. C'est des masses très importantes qui sont levées, et voilà. Et là, vous avez donc la croix que vous avez là, en fait, c'est la base de la flèche qui a trouvé sa place à la commune de Transept. Donc ils sont en train de tailler aussi les charpentes dans l'atelier dans l'est de la France, à Plane-Metz.